Eh bien, bonjour à tous. Je remercie le Conseil scientifique de m'avoir proposé d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de traitement de l'embolie pulmonaire. Je remercie les laboratoires Opalia Recordati de me permettre d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je m'appelle Laurent Bertoletti, je suis responsable de l'Institut du Poumon au CHU de Saint-Étienne et je travaille sur le plan scientifique dans une équipe INSAM qui s'appelle Symbiose, qui travaille exactement sur les thématiques phlébite et embolie pulmonaire. Et j'ai la chance de coordonner avec le professeur Francis Coutureau de Brest un grand réseau qui s'appelle le réseau Innoviti, qui est un réseau français qui couvre tout le territoire et qui nous permet d'avoir une activité de recherche clinique et translationnelle dans le domaine de la phlébite et de l'embolie pulmonaire. Alors, mes liens d'intérêt, ils sont assez simples à résumer. J'étais investigateur dans l'intégralité des essais thérapeutiques dont je vais vous parler. J'étais le coordonnateur de certaines de ces essais. Le lien d'intérêt le plus important que je dois déclarer aujourd'hui, j'ai été élu à l'échelle européenne responsable de l'embolie pulmonaire pour la Société européenne de pneumologie. Et donc tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est moi qui le dis, ça n'engage pas la Société européenne de pneumologie. Alors, en France, grâce à Olivier Sanchez et la Société française de pneumologie, on a pu unir toutes les sociétés savantes des patients prenant en charge des embolies pulmonaires. Et pendant 2 ans, on a travaillé ensemble, pneumologues, cardiologues, internistes, médecins vasculaires, urgentistes, radiologues, médecins nucléaires, toutes les dimensions de spécialistes intervenant dans la prise en charge de la maladie thrombolytique veineuse, pour essayer de définir une prise en charge optimale pour aider tous les médecins qui prennent en charge ces malades à avoir des réponses à leurs questions. Et donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur les embolies pulmonaires sans choc. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, le traitement était simple, c'était héparine de bas poids moléculaire avec relais par antivitamine K. Et j'ai eu la chance, à Saint-Étienne, d'être dans les centres et les essais thérapeutiques évaluant les anticoagulants eurodirects. Et donc j'ai participé à cette aventure et je venais partager avec vous la vision initiale de l'essai thérapeutique, mais ensuite surtout l'utilisation en pratique de toutes ces molécules innovantes. Alors, si on fait un raisonnement un peu simple de l'embolie pulmonaire, vous savez qu'au tout début, il faut taper très fort, puisque les malades qui meurent, c'est initialement d'une récidive précoce d'embolie pulmonaire. On faisait des héparines de bas poids moléculaire, puis on continue un traitement anticoagulant en prévention, puisque c'est une maladie qui récidive, et c'était des antivitamines K avec des INR entre 2 et 3. Le premier anticoagulant qu'on a évalué il y a plus de 10 ans à Saint-Étienne était le dabigatran, et les patients avaient 5 jours d'héparine de bas poids moléculaire, puis un relais par un anti 2 oral, en relais versus AVK. Ensuite, on a pu évaluer un autre anti-10 oral, mais qui ne challengeait pas le traitement parentéral, qui est l'édoxaban. La molécule n'est pas commercialisée en France. Et on a pu aussi participer au développement des 2 anti-10, systématiquement en étant le premier pays en France en termes d'inclusion en nombre de malades. Donc on a vu beaucoup de ces patients. Avec le rivaroxaban, un anti-10 qui prend à 15 mg matin et soir pendant 21 jours pour couvrir le risque initial, puis 20 mg à comprimer par jour. Et enfin, le dernier médicament à avoir été évalué est l'apixaban, à 10 mg matin et soir pendant 1 semaine, puis 5 mg matin et soir. Donc vous voyez déjà des différences avec juste 2 molécules qu'on peut utiliser en stand-alone thérapie, et une énorme différence entre les 2 essais thérapeutiques, raison pour laquelle je vais vous parler rapidement d'Amplify. Amplify était l'essai thérapeutique qui évaluait l'apixaban dans le traitement de la maladie thrombolytique veineuse, phlébite ou embolie pulmonaire, comme le rivaroxaban, mais avec une énorme différence. Amplify était un essai thérapeutique en double aveugle. Et on sait qu'une étude en ouvert a tendance à majorer de 10% l'efficacité du nouveau médicament. Les docteurs ont plus envie de croire que le nouveau médicament fait mieux. Et on a aussi pu démontrer qu'une étude en ouvert tend à diminuer la tendance de rapporter les effets secondaires aux nouveaux médicaments. Nous, les médecins, quand on teste un nouveau médicament, on veut toujours qu'il marche mieux et qu'il soit moins dangereux. Et donc c'est déjà un premier élément à bien prendre en considération, un essai en ouvert versus un essai en double aveugle. Et donc dans Amplify, les malades étaient randomisés pour recevoir dans les 48 premières heures de la mise sous traitement anticoagulant soit de l'apixaban 10 mg matin et soir pendant 7 jours, puis 5 mg matin et soir pendant au moins 6 mois, soit le traitement conventionnel parentéral avec relais par antivitamine K.
On avait pu inclure en France près de 1000 malades dans cet essai. Et voilà un petit peu à quoi ressemblaient ces patients. C'était principalement des embolies pulmonaires sur 1 fois sur 3, plutôt des hommes, environ de 57 ans, et peu de faible poids corporel ou d'insuffisance rénale. Les résultats, vous en avez déjà entendu parler, hein, le papier était publié dans New England il y a presque 10 ans. L'apixaban a été au moins aussi efficace que le traitement conventionnel équilibré dans un centre expert, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes le week-end qui adaptions les AVK des malades de l'essai thérapeutique. Mais, et c'est extrêmement intéressant de noter, il y avait une réduction extrêmement importante des hémorragies majeures, donc les hémorragies graves qui peuvent tuer le malade ou l'admettre à l'hôpital pour des transfusions d'au moins 2 kg globulaires et des nécessités de chirurgie en urgence. Le deuxième point qui est extrêmement intéressant de noter est que le bénéfice en termes de sécurité se retrouvait aussi sur les hémorragies qu'on appelle non majeures mais cliniquement relevantes. Qu'est-ce que c'est que ce genre d'hémorragie ? C'est, je suis un homme et je vais avoir d'un coup une hématurie macroscopique, je vais être hospitalisé, je vais nécessiter que 1 concentré de culoglobulaire, ou alors ma chute d'hémoglobine sera que de 1 point, ça veut dire 2 choses qui ne sont pas suffisamment notables pour qualifier comme une hémorragie majeure, mais je vais être hospitalisé pendant 5-6 jours, avoir une consultation avec un neurologue, une cystoscopie. Eh bien, vous voyez que pour ces hémorragies cliniquement relevantes mais non majeures, eh bien, on retrouvait exactement le même signal dans Amplify, une réduction d'au moins 50% du nombre d'hémorragies, avec un taux d'hémorragie qui était quand même très élevé dans le bras conventionnel. Donc, ces médicaments, les anti-10 et en particulier l'apixaban, eh bien, on a pu montrer qu'ils étaient au moins aussi efficaces que les antivitamines K, mais plus sûrs, avec une réduction de 50% du risque d'hémorragie chez les malades inclus dans les essais thérapeutiques. Ensuite, vous avez tous vu une embolie pulmonaire, vous avez tous vu ces malades parfois revenir avec une récidive d'embolie pulmonaire, et on a un problème. Le taux de récidive de ces maladies quand on arrête les anticoagulants est très important, raison pour laquelle les pneumologues, comme tout un tas de spécialités, ont un rôle majeur dans le suivi de ces patients. Or, quand on essayait de maintenir un traitement par antivitamine K et si on essayait de diminuer la cible d'INR, vous vous souvenez de l'essai L8 qui avait montré que malheureusement, quand on pensait faire mieux en laissant l'AVK au long cours avec des cibles d'INR inférieures à 2, c'était une fausse bonne idée. C'est-à-dire que les malades avaient autant d'hémorragie que INR entre 2 et 3, mais 2 fois plus de récidives. C'est la raison pour laquelle on vous disait vous faites INR 2 à 3 ou vous arrêtez. L'énorme avantage des anticoagulants oraux directs, en particulier de l'apixaban, est qu'on a pu tester chez des malades qui avaient eu au moins 6 mois de traitement anticoagulant à dose pleine, l'efficacité et la sécurité d'une dose réduite, dans ce contexte, 2,5 mg matin et soir d'apixaban. Cet essai était l'étude Amplify Extension, elle suivait l'étude Amplify, et nous avons pu randomiser presque 2500 malades qui avaient eu tous au moins 6 mois de traitement anticoagulant pour une phlébite ou une embolie pulmonaire, et qui étaient randomisés soit pour recevoir du placebo, soit pour recevoir de l'apixaban, 2,5 mg matin et soir, ou 5 mg matin et soir. La puissance statistique de l'essai était pour comparer les stratégies thérapeutiques versus placebo, c'est important. Voici les résultats de l'essai. Quand vous décidez de continuer un traitement anticoagulant 3 à 6 mois après une phlébite ou une embolie pulmonaire en mettant de l'apixaban par rapport à un placebo, eh bien, vous réduisez de presque 70% le risque de récidive des malades. Il n'y avait pas de différence, semble-t-il, entre 2,5 et 5 mg, mais ce n'était pas l'objectif de l'essai. Qu'en était-il du risque hémorragique ? Eh bien, quand vous maintenez les malades sous traitement anticoagulant, eh bien, on voit que la dose d'apixaban réduite à 2,5 mg matin et soir était statistiquement similaire, s'il est possible de le dire sur le plan mathématique, à une poursuite du placebo. C'est la raison pour laquelle, désolé, il manque un élément, nous avons mis en place un grand essai thérapeutique qui s'appelle RENOV et qui compare l'apixaban 2,5 mg matin et soir versus l'apixaban 5 mg pour confirmer l'efficacité et la tolérance à cette thérapeutique. Alors, je suis désolé, hop, c'était la version d'hier et j'ai juste modifié. Vous voir qu'il n'y a pas
beaucoup de différences. Voilà. Et donc, actuellement, grâce aux données des essais thérapeutiques qui ont tous été mis dans des méta-analyses et qui vont toutes dans le même sens, ces médicaments sont au moins aussi efficaces que les antivitamines K, mais sont assurés une réduction du risque d'hémorragie. Eh bien, nous avons pu faire ces grandes recommandations, vous voyez, portées par la Société française de pneumologie, par le réseau de recherche Innoviti dont je vous ai parlé, et l'intégralité des sociétés savantes impliquées dans la prise en charge des malades qui ont une phlébite ou une embolie pulmonaire en France. Et nous avons laissé le choix à nos collègues médecins de décider, comme ils le souhaitent, de la stratégie thérapeutique. Soit vous préférez faire d'abord parentéral et ensuite relais antivitamine K, soit vous préférez faire directement un anticoagulant oral direct, en sachant qu'en France, seuls le rivaroxaban et l'apixaban sont pris en charge par notre CNAM. Nous avons par contre mis une suggestion pour dire que nous privilégions plutôt un AOD à un traitement par antivitamine K. Alors, je suis professeur thérapeutique, c'est-à-dire mon boulot, et une fois qu'on a développé des essais thérapeutiques qui répondent à des questions dans la population de l'essai, de m'assurer qu'ensuite, si j'applique le résultat de cet essai thérapeutique aux malades que je vois vraiment dans mon activité clinique, est-ce qu'ils vont vraiment en bénéficier? Imaginons à l'intérieur de ce diagramme l'immense partie, tous les malades qui font une phlébite ou une embolie pulmonaire et qu'on prend en charge en Tunisie, en France. Quand on est devant ces patients, il y a ceux que je ne pouvais pas inclure dans un essai thérapeutique évaluant un anticoagulant oral direct. Il y a ceux que je pouvais inclure dans un essai thérapeutique évaluant un anticoagulant oral direct. Sur les critères d'exclusion, on ne pouvait pas inclure les femmes enceintes, j'en ai parlé ce matin. On ne pouvait pas inclure les malades qui avaient une insuffisance hépatique sévère, avec une cirrhose. Il était contre-indiqué d'inclure les patients qui se frottent les mains, c'est-à-dire l'insuffisance rénale sévère, où tous les jours on donne un médicament et il en reste encore un petit peu le lendemain. Par contre, on pouvait inclure les patients qui avaient une insuffisance rénale modérée. On ne pouvait pas inclure les cancers qui voyagent, c'est-à-dire les patients avec un cancer actif métastatique. On pouvait inclure les malades qui avaient des antécédents récents de cancer. Et la question qui est importante après quand on veut utiliser un nouveau médicament et qu'on n'a pas pu participer aux essais thérapeutiques, c'est est-ce que le malade que j'ai en face de moi, que je connais parce qu'il a une BPCO et je le suis, je viens de diagnostiquer une embolie pulmonaire, est-ce qu'il va bénéficier du médicament de la même façon que dans l'essai thérapeutique où les patients ont été suivis de façon bien plus importante. Et donc c'est pour ça qu'ensuite, systématiquement, on doit évaluer l'extrapolabilité des résultats d'un essai thérapeutique et comparer les données chez les malades qui ont été réellement inclus par rapport à ceux qui étaient éligibles. Et là-dessus, assez régulièrement, ce qu'on sait, c'est que 57 ans d'âge moyen, pas de comorbidité, alors que l'embolie pulmonaire, en France, l'âge moyen, c'est 75 ans. Je pense que c'est à peu près pareil en Tunisie. Pas du tout d'inclusion de malades avec des poids extrêmes. Et cette question était importante puisqu'on voulait savoir si, sur la population française, on pouvait avoir les mêmes résultats avec les médicaments, en particulier avec l'apixaban, que ce qu'on avait vu sur une population sélectionnée d'essais. Et c'est ça que je viens vous présenter aujourd'hui. Ce sont les résultats de l'étude France-Viti que je viens de publier dans Thrombosis et Hémostasis, et où on a eu la chance d'avoir accès aux données sur toute la France, de remboursement de tous les malades pris en charge pour une phlébite ou une embolie pulmonaire et qui ont reçu un traitement anticoagulant dans la suite de cette phlébite ou de cette embolie pulmonaire. La diapositive est un peu compliquée, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Étaient donc éligibles à l'étude les patients pris en charge pour une phlébite ou une embolie entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2018. On analysait les malades si ensuite il y avait un remboursement du traitement anticoagulant. En France, tout le monde est à la sécurité sociale, ce qui fait que ça nous permet qu'ensuite le patient va chez le pharmacien retirer son médicament, on centralise l'information. Et ensuite, les malades étaient suivis pendant au minimum 6 mois, puis pendant au moins 5 ans au maximum, pour 3 événements, le taux d'hémorragie, la première récidive de maladie thrombolytique veineuse et la mortalité de toute cause. Voici les données. Sur près de 300 000 malades qui ont pu être attrapés dans la base de données parce qu'ils venaient avec des diagnostics de phlébite ou d'embolie pulmonaire, on a pu sélectionner uniquement les adultes
enlevé de l'analyse tous ceux qui avaient déjà eu des phlébites ou des embolies pulmonaires, qui avaient de la FA, du flutter, qui avaient des valves mécaniques, donc qui relevaient d'une autre situation, puis exclure les malades qui avaient un cancer actif pour aller exactement à la population similaire à celle qui avait été inclue dans l'essai thérapeutique. Ça nous donnait quand même des informations sur près de 60 000 malades. Et voilà la tête des malades en fonction du médicament prescrit par le médecin en France. Quand on regarde ceux qui recevaient des AVK, on les mettait à des populations âgées, 71 ans d'âge moyen, et qui avaient un score de Charlson très augmenté. C'est-à-dire on proposait de mettre des AVK aux malades les plus vieux, les plus malades, avec le plus de comorbidité, les plus à risque. Très étonnamment, le rivaroxaban a été prescrit principalement à des gens jeunes qui n'avaient pas de comorbidité. 10 ans de différence d'âge moyen entre les malades qui ont été des AVK, ceux qui ont été du rivaroxaban. Et vous avez vu un score de Charlson à 0,69, c'est-à-dire pas très loin du mien, des gens qui, en gros, globalement, hormis la phlébite ou l'embolie pulmonaire, allaient bien. Le rivaroxaban est arrivé en France en 2013, l'apixaban est arrivé en 2016, et ce qui était passionnant de voir, c'est que les médecins français se sont appropriés les deux molécules de façon complètement différente. Et l'apixaban, lui, a été prescrit chez des patients plus âgés et des patients avec plus de comorbidité. Vous voyez, le score de Charlson était à 0,9, il était 50% au-dessus de celui du score de Charlson pour le rivaroxaban, et les patients en moyenne avaient 65 ans. Donc, première information, quand les médecins français ont commencé à prescrire des AOD, ils ont réservé le rivaroxaban à des gens jeunes qui n'avaient pas de comorbidité, et quand l'apixaban est arrivé, ils l'ont prescrit à des patients polypathologiques avec de fortes comorbidités. Ensuite, la diapositive est illisible, mais c'est juste pour vous parler d'une utilisation d'un score de propension. Vous savez, c'est une stratégie biostatistique qui permet, sur une grande base de données, de trouver des témoins à parier, non pas sur les caractéristiques de base, l'âge, le genre, mais la probabilité d'avoir un AVK, un apixaban ou un rivaroxaban. Et grâce à cet appariement par un score de propension, on a pu faire une comparaison apixaban-AVK avec des patients qui étaient complètement similaires. Vous voyez, le même âge, le même genre, les mêmes distributions de comorbidité. Et pareil pour AVK rivaroxaban. Et je vais donc maintenant vous présenter les résultats de ces comparaisons en vraie vie sur la population française, des données réelles, apixaban versus AVK et rivaroxaban versus AVK. Alors, voici la diapositive, on va se balader à l'intérieur ensemble. On confirme les excellentes données de sécurité de l'apixaban par rapport aux antivitamines K sur tous les critères d'hémorragie. Vous voyez, là, l'apixaban fait mieux, là, les AVK font mieux. L'apixaban permettait de réduire de 50% le risque d'hémorragie nécessitant une hospitalisation. L'apixaban réduisait aussi le risque d'hémorragie gastro-intestinale. L'apixaban réduisait de façon majeure les hémorragies intracrâniennes, dont on sait que c'est celles-ci qui tuent nos malades. Et l'apixaban réduisait aussi tous les autres types d'hémorragie par rapport aux AVK. Le deuxième point qui était intéressant, les malades qui étaient mis sous apixaban comparés aux malades qui étaient mis sous AVK et appariés par un score de propension, on avait aussi des données extrêmement rassurantes sur l'efficacité, avec une diminution du risque de décès et une diminution du risque de récidive sous apixaban par rapport aux antivitamines K. Ça nous a donc rassurés sur la sécurité et l'efficacité de l'apixaban pour traiter la phlébite et l'embolie pulmonaire simple, mais aussi pour traiter la phlébite et l'embolie pulmonaire chez des malades comorbides, comme par exemple les personnes âgées. Pour le rivaroxaban, eh bien, les résultats n'ont pas été une surprise, ils étaient beaucoup plus décevants. Les seuls éléments qui sortaient étaient principalement une réduction du risque d'hémorragie intracérébrale. Au contraire, on retrouvait l'alerte qu'on a déjà montrée dans les études FA sur une augmentation du risque d'hémorragie digestive par rivaroxaban versus AVK. Vous n'oubliez pas que la majeure partie des hémorragies qu'on voit en pratique courante, c'est les hémorragies digestives. Et nous, c'est une des raisons pour laquelle on ne prescrit plus trop le rivaroxaban. C'est qu'il y a une toxicité des muqueuses, en particulier des muqueuses digestives, gastro-intestinales hautes, et en particulier aussi génitales. On a maintenant beaucoup de données qui nous montrent que chez les femmes jeunes en âge de procréer, qui par exemple font la phlébite ou l'embolie
post-pilule, eh bien, si on leur met du rivaroxaban, il y a beaucoup plus d'hémorragie génitale qui vont nécessiter des gestes gynécologiques, comme on a pu aborder la question ce matin. Et donc, ces données de vraie vie nous ont confirmé l'efficacité, la excellente sécurité de l'apixaban et ont confirmé les informations qu'on avait maintenant construites sur les données FA du signal défavorable sur les hémorragies gastro-intestinales du rivaroxaban, qui reste plus sûr pour les hémorragies intracrâniennes que les AVK. Alors, très rapidement, les patients qui avaient un cancer actif n'étaient pas éligibles à ces essais thérapeutiques. Et c'est un problème puisque nous, on sait que 20% des malades qui viennent dans mon service pour une embolie pulmonaire, ils l'ont dans un contexte de cancer actif. Et je suis dans un congrès de pneumologie, donc vous savez, c'est un travail de Géraldine Poinou dans mon équipe, que le cancer du poumon, par exemple chez l'homme, c'est le principal cancer qu'on va avoir en cas d'embolie pulmonaire. Donc vraiment, nous, on a un vrai gros problème. Comment est-ce qu'on soigne nos embolies pulmonaires des malades qui ont des cancers? Et le vrai gros problème, il est ancien, c'est Paolo Prandoni, il y a plus de 20 ans, qui nous l'avait illustré. Il montrait qu'entre deux embolies pulmonaires, mis sous traitement conventionnel de l'époque, c'est-à-dire les antivitamines K, les patients qui avaient un cancer, ils avaient beaucoup plus de risques de récidive malgré les AVK, et aussi, malheureusement, beaucoup plus de risques d'hémorragie sous anticoagulants. Donc c'était une impasse thérapeutique. C'est la raison pour laquelle, alors ça c'est la Cochrane, depuis une dizaine d'années, on savait que plutôt que des AVK, si c'était possible pour le malade, il fallait privilégier un traitement par héparine de bas poids moléculaire, qui avait l'avantage d'être plus efficace que les AVK, mais sans être plus dangereux que les AVK. Et c'est donc dans cette problématique-là qu'on a pu finir récemment Caravaggio, qu'on a publié dans New England il y a un an, Caravaggio étant le seul essai thérapeutique réel avec un anti-10 utilisable directement, réalisé avec un nombre important de malades, vous voyez plus de 1100 patients, chez les patients qui ont une embolie pulmonaire dans un contexte de cancer. Et voici les résultats de Caravaggio. Eh bien, l'apixaban était au moins aussi efficace que le traitement par injection par daltéparine. C'est donc un premier succès. Et en plus, il n'y avait pas de signal défavorable sur le risque d'hémorragie majeure, alors que pour l'autre anti-10 oral, l'édoxaban, qui a été évalué dans cette stratégie, il y avait un signal très défavorable, avec un traitement peut-être plus dangereux par édoxaban que par daltéparine. Et là-dessus, c'est la raison pour laquelle nous avons tout d'abord fait une méta-analyse avec Benjamin Planquette, un de mes collègues de l'HEGP, dans le cadre d'un essai thérapeutique qui s'appelait Casta-Diva, et nous avions pu publier que dans la population inclue dans les essais, eh bien, les AOD étaient au moins aussi efficaces que le traitement par héparine de bas poids moléculaire. Par contre, que d'un AOD à l'autre, vous aviez un risque d'augmentation du risque d'hémorragie, principalement avec le rivaroxaban ou avec l'édoxaban, avec surtout des hémorragies digestives hautes, en particulier chez les malades qui avaient des cancers gastro-intestinaux ou colorectales. Ça nous rappelle la toxicité muqueuse du rivaroxaban en général en dehors du cancer. Alors qu'avec Caravaggio, l'essai avec l'apixaban, eh bien la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas une augmentation du risque d'hémorragie par rapport à la daltéparine. C'est la raison pour laquelle, et je pense que vous l'avez deviné, quand on a mis à jour et publié il y a 2 ans les recommandations françaises de prise en charge de la maladie chronique veineuse liée au cancer, eh bien actuellement en France, on a 2 options, soit une héparine de bas poids moléculaire sans relais AVK, soit l'apixaban avec le meilleur niveau de preuve, vous voyez, grade 1+, pour l'apixaban, grâce à la publication de Caravaggio. Alors, la problématique que me disent les collègues, c'est ok, vous êtes gentil, mais comment est-ce qu'on choisit? Alors, voici dans mon équipe comment est-ce qu'on choisit le traitement anticoagulant d'une embolie pulmonaire dans un contexte de cancer. Tout d'abord, on regarde si le patient a une insuffisance rénale sévère, et là-dessus, c'est le Cockcroft qui fait foi. Ensuite, on regarde si on aurait pu l'inclure dans un des essais thérapeutiques comme Caravaggio. En particulier, il y a une problématique qui est forte pour les pneumologues, c'est les métastases cérébrales. Ces patients étaient inéligibles aux essais thérapeutiques. Si les patients ont des lésions cérébrales, eh bien les malades sont plutôt mis sous héparine de bas poids moléculaire. Si par contre les malades auraient été éligibles à un essai thérapeutique, on réfléchit sur le type de cancer. Si c'était un estomac et que la tumeur est encore en place, on va privilégier plutôt une héparine de bas poids moléculaire. Si par contre c'est un cancer du sein ou alors un cancer du poumon, on va privilégier un traitement par apixaban.
Évidemment, on demande aux patients ce qu'ils préfèrent entre un comprimé oral ou des injections quotidiennes. Et la question qui reste et que nous sommes en train de finir, c'est la question de la dose. Grâce aux grands progrès faits par les confrères oncologues, quand j'ai commencé mon internat de pneumologie avec un ami qui est dans la salle, je savais que le malade qui avait un diagnostic de cancer au début du semestre, je le verrais mourir pendant le semestre. Maintenant, l'espérance de vie s'est tellement prolongée que la question que nous avons, nous, est de savoir si le malade a besoin de la même couverture antithrombotique à la phase initiale de la chimiothérapie, dans la phase d'entretien, pendant la radiothérapie, dans la surveillance. C'est toute la problématique du parcours de soins. Et là-dessus, bien, c'est la raison pour laquelle, avec Isabelle Mahé, nous avons pu obtenir un financement industriel, mais une étude académique, qui nous permet de faire un grand essai thérapeutique qui s'appelle API-4, où nous devions inclure 1772 patients qui avaient eu au moins 6 mois de traitement anticoagulant pour une phlébite ou une embolie pulmonaire, et les randomiser pour garder de l'apixaban 5 mg matin et soir, ou baisser la dose à 2,5 mg matin et soir. Il nous reste plus que 120 malades à inclure sur les 1777. L'étude sera normalement finie au mois de juillet et on saura si on peut baisser la dose et protéger nos patients avec l'apixaban qui nous donne justement cette liberté. Voilà les grandes avancées des AOD, en particulier de l'apixaban. On a un médicament qui est au moins aussi efficace que le traitement de référence, qui est plus sûr, qui est 1000 fois plus simple pour les malades. Au début, on avait très peur de l'absence de contrôle biologique. On avait très peur de l'absence d'antidote. Au final, on n'a eu besoin ni de l'un ni de l'autre. Dans notre équipe de recherche, on a fait des corrélations entre le dosage sanguin de l'AOD et est-ce que le malade récidive ou est-ce que le malade saigne. Il n'y a pas de corrélation clinico-biologique avec les AOD. Quand il y a eu d'abord le dabigatran, on a tous eu très peur de l'absence d'antidote. On a donc eu de l'idarisuzimab qui coûtait extrêmement cher. Il fallait au moins prostituer sa mère pour avoir accès à un flacon. Sur le CHU, on ne s'est jamais servi d'un seul dose d'idarucizumab. Et donc on est maintenant extrêmement heureux avec ces molécules qui sont devenues une prescription du quotidien. Et l'apixaban est vraiment la molécule qu'on utilise le plus dans ce contexte. Par contre, comme toujours, on a vu arriver des problèmes qui n'avaient pas été anticipés. Le premier, et c'est une dédicace à mon ami Ismaël El-Alami, il aime bien faire des jeux de mots. AOD, il dirait attention aux doses. Quand j'ai commencé à prescrire les molécules et en parler avec mes collègues, on s'est rendu compte qu'il y avait 17 posologies différentes avec les différents AOD. Et donc la difficulté qu'on a maintenant, eh bien, si vous mettez de l'apixaban, vous savez que pour la phlébite et l'embolie pulmonaire, au début c'est 10 mg matin et soir pendant 7 jours, puis 5 mg matin et soir. Si vous le prescrivez dans la FA, c'est 5 mg matin et soir ou 2,5 mg s'il y a des facteurs d'adaptation. Et si vous le prescrivez, par exemple, sur une prévention secondaire au long terme de phlébite ou d'embolie pulmonaire, c'est 2,5 mg matin et soir, ou en prévention en chirurgie orthopédique, c'est 2,5 mg matin et soir. Pour le rivaroxaban, c'est encore un peu plus compliqué, puisqu'il y a du 15, du 20, du 30, du 15, du 10 et du 2,5. Et donc, l'énorme difficulté qu'on a vu apparaître était d'arriver à avoir des relais, c'est-à-dire des médecins au contact des malades, qui savaient à quel moment le malade nécessitait 5 mg matin et soir d'apixaban, 10 mg matin et soir d'apixaban, 2,5 mg matin et soir d'apixaban par exemple. Et on s'en est rendu compte puisque c'est des patients qui ont payé le prix pour ça. C'est un travail très courageux de mon ami Romain Chopard à Besançon, qui est cardiologue, et ils ont regardé sur les patients qui étaient pris en charge pour embolie pulmonaire et mis sous AOD, qu'est-ce qui se passait. Que des embolies pulmonaires, plus de 600 patients. Eh bien, malheureusement, 6% de récidive ou de décès à 6 mois, ok, mais 25% de récidive ou de décès quand les médecins, voulant bien faire, avaient fait de la cuisine moléculaire, c'est-à-dire jouer avec la dose, en disant « je vous mets 10 mg d'apixaban matin et soir au début, mais bon, ensuite on va vite baisser à 2,5 mg matin et soir ». Et ça, là-dessus, on doit être très clair. Ce sont des super molécules qui nous aident et qui sauvent les vies de malades. Par contre, on doit être vigilant sur leur bon usage, parce que j'ai coutume de dire à mes étudiants, l'enfer de la médecine est pavé de bonnes intentions, et souvent en voulant faire bien, on ne rend pas service aux patients. Et c'est la raison pour laquelle j'ai coordonné pour la France et ensuite pour la Société européenne de cardiologie
les rédactions de parcours de soins et que la phlébite et l'embolie pulmonaire ne sont plus des maladies aiguës, c'est des maladies chroniques. Et vous voyez que le pneumologue a un rôle majeur dans l'évaluation, la décision du traitement. Ok, vous étiez très bien sous votre apixaban 5 mg matin et soir, est-ce que je dois vous laisser la même dose? Est-ce que je dois baisser la dose? Est-ce que je dois l'arrêter par exemple parce que vous n'en avez plus besoin? Le pneumologue a un rôle majeur aussi dans l'évaluation des séquelles. Je n'aurai pas le temps d'en parler, mais ça c'était le position paper commun ERS-ESC que nous avons fait avec Eric Locke, et où on remontre le rôle clé du pneumologue dans l'évaluation du syndrome post-EP et des hypertensions pulmonaires thromboliques chroniques, qui sont maintenant une des complications les mieux connues dans l'embolie pulmonaire et sur lesquelles on a vraiment un rôle clé à jouer pour améliorer la prise en charge de nos patients. En conclusion, la prise en charge de l'embolie pulmonaire a été vraiment simplifiée avec l'avènement des AOD. On peut maintenant, grâce à l'apixaban, traiter en ambulatoire près d'un malade sur 5 avec embolie pulmonaire quand ils sont bien phénotypés. Mais si c'est le pivot de la prise en charge commune, c'est-à-dire chez les malades qui n'ont pas de contre-indication aux AOD, pas d'insuffisance rénale sévère, pas de trouble de l'absorption, pas d'interaction médicamenteuse, les données de vraie vie nous confortent sur les données des essais thérapeutiques, c'est-à-dire chez les malades françaises, que je vous ai montré tout à l'heure, on retrouve exactement le bénéfice attendu par les essais. C'est suffisamment rare pour le dire. Par contre, on voit le vrai problème qui arrive, c'est ça. C'est des fois, en voulant faire le bien, on modifiera un petit peu les doses, on adaptera les affaires, et ça, non. Et on a tous collectivement un rôle d'expertise majeur pour pouvoir aider nos correspondants et nos malades en disant ah non, le médicament vous va bien, mais c'est à telle dose maintenant. Et dans 3-4 mois, on verra pour baisser la dose ou au contraire la remodifier vers le haut, par exemple dans le cancer, avec les chimiothérapies. Et j'en suis convaincu, notre communauté a un rôle majeur là-dessus. L'embolie pulmonaire, c'est plus une maladie aiguë, c'est une maladie chronique. Et les pneumologues, via l'évaluation de la dyspnée en particulier, ont un rôle clé dans le parcours de soins et dans l'adaptation thérapeutique. Je suis à votre disposition sur les questions. Je vous remercie pour votre attention.